Dans cette décision, de quoi s'agit-il? Une loi climat de 2019 est adoptée et 4 plaintes constitutionnelles sont présentées au tribunal constitutionnel fédéral allemand. Euh, Plusieurs choses, je vais vraiment mettre l'accent sur ma spécialité, qui est cette approche transgénérationnelle des droits et devoirs fondamentaux, car bien évidemment, nous aurons d'autres analyses qui vont suivre. Mais déjà, cette décision, elle est saluée comme étant historique. Historique car elle marque une nouvelle étape d'évolution dans la manière de raisonner en matière de climat, de manière beaucoup plus audacieuse, sur la déclinaison en termes de devoirs fondamentaux aussi envers les générations futures. Alors, commençons par le commencement. 4 plaintes constitutionnelles sont présentées. Je ne vais pas toutes les donner en détail, mais indépendamment du résultat, rien que l'analyse, rien que la formulation de ces plaintes constitutionnelles témoigne d'une grande créativité juridique et d'un décloisonnement des imaginaires juridiques qui est topique pour aujourd'hui. Les plaignants sont essentiellement des mineurs, des jeunes adultes, des ONG environnementales. On voit aussi des ressortissants du Népal et du Bangladesh. Et plusieurs arguments sont invoqués. La violation d'un droit fondamental à un avenir décent, le risque de violation transgénérationnelle du droit de propriété, puisque la loi fondamentale garantit la succession. Donc, il y a des personnes qui ont déjà repris des terres agricoles ou qui ont pour projet de reprendre un hôtel à leurs parents et qui estiment que le changement climatique risque de porter atteinte à ce droit de propriété. Le non-respect du principe de dignité humaine au regard de la faute par omission de l'État de ne pas détruire les bases de l'autodéveloppement et de la préservation des conditions d'existence des générations futures. D'autres estiment qu'il y a la violation d'un droit au minimum vital écologique qui aboutit ni plus ni moins qu'à une mise en danger inconstitutionnelle des libertés fondamentales. Enfin, et dénoncer ce que dénoncent de nombreux peuples autochtones à travers la planète, mais est dénoncer la disposition de la loi climat allemande relative au transfert de quotas d'émissions à d'autres États membres de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que cela aboutit à niveler par le bas la lutte contre le changement climatique alors que nous sommes dans un contexte d'urgence. Rien qu'au stade des plaintes constitutionnelles, vous voyez que l'approche est résolument en termes d'atteinte directe, actuelle, mais aussi transgénérationnelle des droits fondamentaux. Donc, il y a beaucoup d'originalité juridique. La première, elle est relative aux fondements textuels. Les fondements textuels de la décision et leur mise en perspective qu'on va mettre dynamique parce qu'il y a plusieurs niveaux de réalité constitutionnelle. Je vais aller à l'essentiel. Sachez que la loi fondamentale allemande se caractérise par une approche à plusieurs niveaux de priorité constitutionnelle. Si on reprend les termes de Bas-Arabe Nicolescu, on pourrait dire qu'il y a plusieurs niveaux de réalité constitutionnelle. L'article 1er, relatif à la protection de la dignité humaine, revêt ce que l'on appelle une valeur supra-constitutionnelle. On ne peut pas, nous dit l'article 79, paragraphe 3 de la loi fondamentale, réformer cet article et c'est directement lié à l'histoire. Il s'ensuit ensuite 19 articles dans cette partie 1 de la loi fondamentale qui énoncent des droits fondamentaux à valeur de priorité constitutionnelle. L'un des articles qui est invoqué par les plaignants est l'article 2.2, phrase 1 de la loi fondamentale allemande qui énonce le droit à la vie et à l'intégrité physique. Ce droit à la vie et à l'intégrité physique est mis en danger pour ces plaignants aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir pour ces plaignants à l'appui de leurs demandes. Deuxième texte, deuxième fondement textuel, l'article 20A de la loi fondamentale qui dispose que la dignité, qui dispose que chacun a droit, attendez, je me trompe dans mon article, qui dispose, je suis donc sur le mauvais, qui protège en fait le droit à la nature et les générations futures. Et donc l'article 20A fait en sorte que l'État protège les fondements naturels de la vie
et des animaux. C'est une responsabilité qu'il exerce pour les générations futures. Tout à l'heure, Laurent Fombostier parlera de Copernic constitutionnaliste. On peut dire que l'article 20A est Hans Jonas, le philosophe allemand Hans Jonas, constitutionnaliste, qui disait dans ses travaux que c'était peut-être faire croire en vouloir décrocher la Lune que de protéger l'avenir, la nature et les générations futures, mais que dans la société dans laquelle nous sommes entrés, la société technologique, nous n'avons pas d'autre choix que de nous essayer à ce que la Constitution protège également les générations futures. Et donc, mis en perspective, ces articles font apparaître ni plus ni moins qu'une obligation de l'État allemand à protéger le climat, à se protéger en tant qu'État sur les questions du changement climatique, mais également à agir plus franchement et de manière audacieuse sur le terrain législatif. Dans cette décision qui vise donc cette obligation constitutionnelle, ce mandat constitutionnel de l'État allemand à protéger contre le changement climatique, la décision, si on va directement au dispositif, est la suivante. Il y a dans la loi climat une faiblesse à protéger les libertés futures à partir de la période post-2030. Et pour ce faire, ce qui est remarquable dans cet arrêt, c'est qu'une partie non négligeable est consacrée à la réalité et à la remise en contexte scientifique et juridique. Au niveau scientifique, les meilleures expertises sont citées, du GIEC, du rapport du secrétariat du CNUC, tous les processus complexes et systémiques du changement climatique sont évoqués, et le contexte juridique, bien évidemment, allant de l'accord de Paris à cette évolution par l'interprétation dynamique de la Cour européenne des droits de l'homme, interprétation dynamique qui vise à prendre un droit fondamental classique, le droit à la vie, et à l'étendre pour une protection environnementale. Tout le travail que nous menons, nous, les spécialistes du droit des générations futures, c'est de dire qu'un droit tel que le droit à la vie, qui classiquement pouvait signifier le droit de ne pas être menacé de mort, peut s'étendre aux générations futures et s'entendre comme le droit à la vie des générations futures. S'ensuit, de manière absolument originale, une analyse dynamique, transgénérationnelle des droits et devoirs fondamentaux. Déjà, l'arrêt souligne qu'il y a une menace juridique irréversible pour la liberté future. Je ne peux pas manquer de citer les travaux de Éric Ningesberg, professeur de droit de l'environnement, qui dit magnifiquement dans sa thèse une phrase toute simple. La démocratie ne peut pas se permettre l'irréversibilité. Et sur la base de ce constat de départ, eh bien, il s'ensuit, et c'est ce que donne comme impulsion cette décision, une transformation systémique, complexe, de toute notre manière de penser, de raisonner et d'appliquer le droit, les droits fondamentaux, mais pas que. Alors, cette menace juridique irréversible pour la liberté future s'accompagne d'un risque de perte et de mise en danger des libertés futures. Alors, il y aura un tri, je n'ai pas le temps d'expliquer là. D'abord, la recevabilité des plaintes. Toutes les plaintes ne sont pas recevables. Les plaintes du Népal et du Bangladesh sont rejetées. Les plaintes des ONG environnementales sont rejetées car la procédure constitutionnelle ne le permet pas. Néanmoins, je ne doute pas que nos collègues d'Allemagne plaideront pour une réforme constitutionnelle, car l'actualité, la vie, le monde dans lequel on vit demande que cette démocratie transgénérationnelle s'accompagne de la possibilité pour les ONG environnementales de saisir également les cours constitutionnels. Néanmoins, d'autres argumentations sont retenues. Celles qui ne sont pas retenues, eh bien, c'est toutes ces imaginaires nouvelles, telles que l'atteinte au minimum vital écologique. Il nous manque un étalon de mesure de ce minimum vital écologique, nous dit le juge constitutionnel. Ça n'est pas suffisamment étayé. A contrario, cela signifie que si cela était suffisamment étayé, alors peut-être que ce droit au minimum écologique pourrait être retenu. Sur le droit fondamental à un avenir dans la dignité humaine et le droit fondamental à un minimum vital écologique, qui sont bien sûr des droits typiques des générations futures, ils sont rejetés
pour l'heure dans cette affaire. Mais un consensus est clair. L'article 2.2, mis en perspective avec l'article 20A de la loi fondamentale, fait naître une obligation générale de l'État de protéger la vie et l'intégrité physique. C'est un objectif d'État, c'est un objectif qui ne requiert pas la reconnaissance de droits subjectifs des générations futures, mais des devoirs fondamentaux justiciables devant la Cour et tout à fait admissibles. Donc, dans l'historique apport de cet arrêt, je dirais que ce qui est absolument remarquable, c'est cette analyse transgénérationnelle et dynamique. Je m'explique. Souvent, lorsqu'on parle des droits des générations futures, ce n'est pas bien compris. On dit, mais ça veut dire qu'elles n'existent pas, elles vont se retourner contre nous. Et puis, comment on va les apprécier? Deux temps. Tout d'abord, il y a une approche, on va dire, intertemporelle de la mise en danger de ces libertés. Pour les plaignants, qui sont à la base de cette procédure, le tribunal fédéral constitutionnel dit il y a effectivement un risque pour leur liberté future. Et ce risque se joue maintenant, car le danger dont on parle est irréversible et le processus est enclenché aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le raisonnement du risque qu'il a certain, dans un contexte de certitude scientifique, de menace sur les libertés futures est retenu. Mais plus encore, plus loin dans l'arrêt, on y arrive progressivement, les juges disent que très clairement, il y aura besoin d'un freinage d'urgence, que si on n'enclenche pas assez à temps cette transition, eh bien, à terme, dans 10 ans, l'ensemble des libertés fondamentales et des sacrifices qui seront demandés seront bien plus importants, bien plus drastiques, et donc porteront d'autant plus atteinte aux droits fondamentaux. Alors, c'est pour éviter ce freinage d'urgence qui serait attentatoire aux libertés futures que l'arrêt souligne qu'il est évident que les mesures requises pour la réduction doivent être plus importantes, mais cette solution évidente est prononcée pour la période postérieure à 2030. Entre 2020 et 2030, il n'est pas clair dans l'arrêt qu'il n'y a pas d'invalidation constitutionnelle, mais il est clairement indiqué qu'il faudrait accélérer cette transition vers la société bas carbone. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cette approche intergénérationnelle qui fait dire qu'au final, il y aura à un moment donné trop de charges, une sorte d'hypothèque sur l'avenir sur les mêmes générations, à partir des paragraphes 142 de la décision, il y a une montée en puissance des arguments juridiques qui est absolument remarquable. Pour ma part, j'insisterai sur le paragraphe 146 notamment, où là, résolument, l'analyse s'inscrit dans la dimension transgénérationnelle que j'appelle de mes voeux depuis 20 ans, depuis ma thèse, et dans un cours que je dispense à Sciences Po Rennes depuis 5 ans, et d'autres collègues à travers la planète, bien évidemment. L'obligation de protection de l'État n'intervient pas seulement lorsque des violations ont déjà eu lieu, mais également lorsqu'elles sont orientées vers l'avenir. Le devoir de protection contre les dangers pour la vie et la santé peut également établir une obligation de protection à l'égard des générations futures. Cela s'applique d'autant plus lorsque des développements irréversibles sont en cause. Cette obligation de protection intergénérationnelle est une obligation objective. Du point de vue, on va dire, de la théorie générale du droit, j'insisterai sur plusieurs points. Point numéro 1, pour la première fois, et Corinne Lepage en parlera tout de suite après, on va avoir à côté des droits fondamentaux, des devoirs tout aussi fondamentaux. Et ça, c'est nécessaire et c'est logique. Dans ma thèse de doctorat, je disais que le droit des générations futures se fonde sur un nouveau paradigme. Jusqu'à présent, à tout droit correspondait une obligation. On vivait dans un univers juridique en réciprocité juridique. Avec les générations futures, nous ne sommes plus en réciprocité juridique, d'autant que l'enchaînement est transgénérationnel et est continuel. Là, à tout droit fondamentaux peut aussi correspondre des devoirs fondamentaux, s'ajouter de nouvelles facettes au niveau de la théorie générale du droit. Ça veut dire que les générations futures n'existant pas,
Ce n'est pas parce qu'elles n'existent plus qu'elles ne sont plus bénéficiaires de protection objective du droit. Nous avons des devoirs fondamentaux, justiciables, y compris devant les plus hautes cours constitutionnelles qui peuvent avoir lieu. C'est ce que j'ai nommé dans ma thèse le principe de non-discrimination temporelle. Le principe de non-discrimination temporelle signifie que ce n'est pas, je le répète, parce que les générations futures n'existent pas qu'elles n'ont pas de droit. Ça vise à renverser, autrement dit, une sorte d'abus de pouvoir des générations actuelles sur l'avenir qui jusqu'à présent étaient fondées sur le fait que le droit n'était pas pensé de manière asymétrique. À partir du moment où la démocratie ne peut pas se permettre l'irréversibilité, alors la démocratie a vocation à enrichir toutes ces institutions, de l'exécutif, judiciaire, législatif, pour intégrer la protection des générations futures. C'est l'entrée véritablement dans l'ère de la démocratie transgénérationnelle. Sur ce point, je vais terminer sur le fait qu'actuellement, il y a une grande actualité. Une grande actualité dans le sens où, déjà, il y a des ombudsman des générations futures. Je vous renvoie vers un événement que nous avons organisé le 8 avril dernier en ligne avec des défenseurs de l'environnement, des défenseurs des générations futures qui ont présenté leur mission. Mais aussi, actuellement, les défenseurs des droits humains, notamment l'association francophone, est en train de lancer un travail de fond, de réflexion, c'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes se sentent investis de la nécessité de protéger les intérêts des générations futures. Donc, c'est dire si cet arrêt de Karlsruhe va avoir un effet systémique et en cascade de transformation de la manière de concevoir, d'appliquer, de défendre les droits fondamentaux. Pour conclure, je dirais que nous sommes entrés donc dans cette nouvelle ère où on va ajouter une dimension transgénérationnelle. On peut parler aussi de dignité, d'un principe de dignité des générations futures qui était le deuxième principe juridique fondateur que Corinne développera tout à l'heure dans la Déclaration universelle des droits de l'humanité, qui donne cohérence à beaucoup de choses. Donc, ce qui est très intéressant, pour terminer dans cet arrêt, c'est cette analyse dynamique des mises en danger des libertés dans le temps, avant 2030, après 2030, et la prise en compte de la menace transgénérationnelle des droits des générations futures. Le fait que leur fondement constitutionnel soit pour la première fois ainsi invoqué me donne beaucoup d'espoir. Dans ma thèse de doctorat de 2008, j'invoquais l'idée que peut-être un jour viendra où le Conseil constitutionnel français pourrait être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité ou alors d'un contrôle de constitutionnalité. On lui poserait la question de savoir si la Charte de l'environnement, dont on sait l'ensemble des dispositions à valeur constitutionnelle, pourrait ouvrir ce même type de cas d'école. Alors, la QPC suppose la question prioritaire de constitutionnalité, excusez-moi, est soulevée à l'occasion exactement comme cette affaire, à l'occasion d'une affaire en justice. Un plaignant peut invoquer une question prioritaire de constitutionnalité et dire que telle loi est inconstitutionnelle. Néanmoins, il y a le verrou de l'action individuelle. Pour ma part, ce que je plaiderais, et je lance l'idée, Corinne, Christian, si vous êtes prêts à me suivre, je sais que Michel Prieur est déjà prêt à me suivre, mais je me dirais qu'une tribune pour aller déférer la loi climat qui est actuellement en discussion en France et d'aller saisir le Conseil constitutionnel qui s'engage haut et fort par ailleurs pour l'engagement pour l'environnement, pourquoi pas demander un contrôle de constitutionnalité, fédérer donc 60 députés, 60 sénateurs et prochainement initier un vaste mouvement pour donner l'occasion à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel français d'aboutir à ce même type d'analyse.